Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode un petit peu plus particulier, puisque je vous propose une FAQ, c'est-à-dire une foire aux questions. Les questions, c'est vous qui me les avez posées, soit dans une boîte à questions que j'avais partagée en story sur Instagram, soit en réponse à mes newsletters. Première question, combien de temps consacres-tu à la promotion de tes livres par rapport à l'écriture ? Donc ça, on en a discuté en fait avec une autrice sur Instagram en message privé, et elle me demandait justement combien de temps je passais en fait à promouvoir mes romans, enfin à gérer en fait les réseaux sociaux, parce qu'elle trouvait que ça lui prenait vraiment beaucoup de temps par rapport à l'écriture. Et donc de mon côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vraiment je me focalise sur mon compte d'autrice, pas mon compte rêve d'auteur, finalement ça me prend pas tant de temps que ça, parce que j'ai fait le choix en fait d'alléger. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans l'année, là je suis en plein dedans, où je partage beaucoup moins sur les réseaux, c'est-à-dire que je suis pas régulière avec un rythme vraiment très précis toute l'année en continu. Je suis beaucoup plus présente évidemment au moment où il va y avoir une sortie de roman, parce que déjà on n'est plus dans l'écriture, la relecture, donc on se dégage du temps, et ce temps-là je le consacre à la promotion, et puis c'est normal, une sortie arrive, donc il faut booster son lancement, donc là je suis présente, donc je suis présente avant le lancement, pendant et après, mais ensuite en cours d'année, dans une période hors sortie, je ralentis souvent et je partage beaucoup moins, c'est-à-dire que je peux tourner à 2 ou 3 publications par semaine et voire moins. Il m'arrive même d'en partager une ou de sauter une semaine. C'est pas bien, je vous conseille pas forcément de sauter des semaines. Le mieux c'est quand même d'être régulier, même si c'est 1 à 2 publications par semaine. Mais en fait, voilà, c'est un choix. C'est un choix parce que on peut pas tout faire. Et il faut pas oublier que moi j'ai Rêve d'auteur à côté, donc j'ai déjà un autre compte Instagram à gérer. Rêve d'auteur, par contre, je suis très régulière. Je ne saute jamais une publication de compte Instagram, je ne saute jamais une newsletter, je ne saute jamais un épisode de podcast, sauf si je l'ai prévu, c'est-à-dire par exemple pendant l'été, quand je dis voilà, ce sera une semaine sur 2. Mais sinon, je suis vraiment extrêmement régulière sur ça. Donc, je peux pas non plus être régulière à 1000% partout, surtout cette année où y a ma fille à la maison. De fait, pour mon compte Instagram d'autrice, vous le savez, pour moi c'est pas le canal numéro 1, les réseaux sociaux. Mon canal numéro 1 c'est Amazon, le canal numéro 2 c'est la newsletter, et Instagram ça vient en numéro 3. Du coup j'y accorde beaucoup moins de temps. Donc je serais incapable de dire combien de temps j'y consacre par semaine ou par mois, en sachant que je suis quand même un peu plus présente en story. Par contre, j'essaye de partager des stories quasiment tous les jours. Pas forcément de la promotion, même c'est même rarement de la promotion, c'est plutôt les coulisses, des choses plus perso, du quotidien entre guillemets, du quotidien qui intéresse mes lectrices bien sûr. J'essaye d'être plus régulière avec les newsletters. Normalement c'est 1 fois par semaine. Là depuis l'été, donc j'ai ralenti, c'est 1 semaine sur 2, mais j'ai prévenu mes lectrices, je leur ai expliqué que là j'étais en phase d'écriture, de toute manière elles suivent mes coulisses, donc elles savent très bien où j'en suis, quelles sont les galères du moment. Je suis assez transparente à ce niveau-là, et donc en ce moment elles savent que je leur écris 1 semaine sur 2, et c'est pas grave, c'est ok, c'est-à-dire qu'elles sont quand même au rendez-vous, parce que c'est pas non plus le bagne, faut pas que ce soit une prison, faut pas que ce soit désagréable. Donc il faut s'adapter. Il faut expliquer aussi, il ne faut pas hésiter à dire voilà, en ce moment je me consacre à ça, donc je serai moins présente ou moins présent, et ça va très bien. Deuxième question, pour ou contre investir dans des formations dès le début de sa carrière ? Pour. Je pense que vous savez que moi je suis pro-formation à 2000%. Petit bémol, quand j'ai commencé, alors déjà il n'y avait pas beaucoup de ressources, il faut se l'avouer. C'était en 2016-2017, quand j'ai commencé, c'est-à-dire vraiment au moment où j'ai décidé de publier, il n'y avait pas de ressources. Honnêtement, il n'y avait rien, mais l'auto-édition, il n'y avait pas de ressources, en français en tout cas. Les vidéos YouTube, il y avait quelques auteurs, moi je pense à Samantha Bailly qui partageait des ressources, mais d'écriture d'une manière générale, mais il n'y avait pas beaucoup de ressources non plus sur l'écriture, il n'y avait pas de ressources sur le marketing pour auteurs, tout ça, ça n'existait pas en fait, il n'y avait rien qui était adapté vraiment aux auteurs, spécifique pour les auteurs, et encore moins en auto-édition, puisqu'on en était encore, même si c'était sorti depuis quelques années, on en était encore aux prémices. Donc moi, quand j'ai commencé des formations, il y avait quasiment rien. Donc ce que je faisais simplement, c'est que je regardais quelques vidéos YouTube, donc par exemple Samantha, pour apprendre quelques bases, quelques notions, parce que alors je partais de -100, j'y connaissais rien du tout.
Et ensuite, les livres, forcément, les livres, ça fait aussi partie de la formation. La formation, faut pas croire que c'est payer une formation. La formation, c'est lire d'autres livres, c'est lire des livres de non-fiction, regarder des vidéos YouTube, lire des articles de blog, des comptes Instagram, écouter des épisodes de podcast. La formation, c'est au sens très très large. Après, si on veut passer au niveau supérieur et si on veut avoir peut-être des compétences plus particulières, dans ce cas-là, c'est quand même mieux d'aller acheter des formations dédiées à tel ou tel sujet, par des personnes qui sont compétentes sur le sujet. Donc moi je suis pour. Aujourd'hui, vous le savez, je me forme énormément, en fait je me forme mais toute l'année en continu, que ce soit en écriture, que ce soit en marketing, j'adore le marketing, mais aussi je me forme en coaching, en art-thérapie, en storytelling, en copywriting, même en développement personnel, enfin vraiment moi j'ai une palette très large, je m'intéresse à plein de sujets, et je pense vraiment que quand on est auteur indépendant, il y a de multiples facettes et casquettes en fait à exploiter, et il faut petit à petit je dis bien, s'intéresser à tous ces sujets pour essayer de développer une carrière plus épanouie et une carrière plus solide. Mais encore une fois, c'est petit à petit. Moi, je suis là depuis 7 ans, même un peu plus si on compte avant la publication, et j'ai pas fait tout ça dès le début, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a des paliers en fait dans une carrière. Il y a des sujets qui étaient très loin de moi il y a encore quelques années, même il y a 1 an ou 2 ans, ou qui m'intéressaient pas, ou je me sentais pas concernée. Et cette année, là d'un coup, je passe un palier, je me dis ah ouais, non mais en fait ça c'est très important, il faut que je m'intéresse à ça. Donc oui, choisir sur quoi on veut travailler parce qu'on peut pas tout faire en même temps et encore moins en début de carrière où on en est au balbutiement et on galère un peu plus forcément, tout nous prend plus de temps. Donc choisissez, voilà, par exemple, tiens, pendant 6 mois ou cette année, je veux me former à fond sur les dialogues parce que vraiment j'ai envie de travailler ça. Ou moi le marketing je galère vraiment, donc je vais chercher une formation ou lire des livres de non-fiction, etc. sur tel sujet. Voilà, choisissez, mais je suis pour à 1000%. Troisième question, pourquoi tu as créé Rêve d'auteur ? On dirait que ça te prend beaucoup de temps par rapport à tes romans. Oui, oui, et 1000 fois oui. Ça me prend un temps fou, Rêve d'auteur. Ça me prend énormément de temps. Ça me prend beaucoup plus de temps que mon activité d'autrice. Et en plus, pendant des années, je n'ai proposé que du contenu gratuit. Donc ça me prenait beaucoup de temps et, excusez-moi pour les termes, mais ça me rapportait rien du tout. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, si je veux continuer, il faut quand même que je propose du contenu payant. Et puis du contenu payant, du contenu gratuit, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on travaille davantage avec une structure, avec une méthodologie quand on propose du payant, comparé à du gratuit. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais pourquoi j'ai créé Rêve d'auteur ? En fait, au tout début, parce que avant que Rêve d'auteur n'existe, j'avais déjà commencé à partager du contenu, c'est-à-dire que quand j'ai démarré vers 2017-2018, déjà j'ai proposé des services aux auteurs. Je faisais aussi des articles sur mon blog, alors à l'époque c'était sur mon blog d'autrice, parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de ressources, il n'y avait quasiment rien. Et moi je voulais partager. J'avais publié mon premier roman, je m'étais prise au jeu en fait, j'étais dans l'engrenage, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, j'avais envie de continuer, je trouvais ça super excitant, super intéressant, je trouvais ça génial de pouvoir publier son roman sans avoir à attendre une réponse de maison d'édition, du coup j'avais envie de partager ça avec d'autres auteurs pour les aider en fait sur le chemin et pour faire partie de ceux qui partagent aussi, qui créent de la ressource pour les autres. Et petit à petit, forcément ça s'est développé, parce qu'en 2019 après j'ai lancé la chaîne YouTube. Et quand en 2020 je suis passée à temps plein, donc j'ai démissionné de l'éducation nationale, et là, forcément, j'ai eu envie de développer vraiment Rêve d'auteur. Donc le compte Instagram, le site internet, la newsletter, le podcast, j'ai tout lancé la même année. Et c'est les années suivantes où j'ai lancé les formations, les carnets, etc. Mais à la base, c'était vraiment pour partager, pour aider les autres, pour partager mon processus, ce que j'apprenais, ce que je découvrais, et créer de la ressource pour d'autres auteurs qui voudraient aussi se lancer. Et forcément, en 2020, j'ai ressenti le besoin de passer un nouveau palier, de créer plus de contenu encore, de vraiment créer une structure donc autour de Rêve d'auteur, pour proposer du contenu plus élaboré, plus étudié. J'avais beaucoup plus d'expérience, je m'étais plus formée, je commençais à avoir un petit peu de bouteille, on va dire, et j'avais envie de proposer un contenu plus professionnel, on va dire. Et au-delà de ça, il y a aussi que j'étais prof quand même. Donc c'est-à-dire que transmettre, partager, enseigner, c'est un peu dans l'ADN, quoi. J'adore ça, vraiment j'adore ça. Et c'était la suite logique. Je me suis même pas vraiment posé la question en me disant bon maintenant qu'est-ce que tu pourrais faire ? En fait ça s'est fait tout seul. C'était logique. Déjà je transmettais avant, mais à partir du moment où j'ai arrêté mon métier de prof, il y allait y avoir ce vide en fait quelque part.
Donc il fallait que je le comble autrement. Alors oui, c'est plus transmettre à des enfants, c'est plus enseigner à des enfants, c'est différent. Mais ça a comblé aussi ce manque en fait de transmission, de savoir, de compétences, de connaissances. Donc voilà, Rêve d'auteur, c'est vraiment né à la base de quelqu'un qui avait envie d'aider les autres, parce qu'il n'y avait pas grand chose à l'époque et que j'avais envie que chacun puisse réaliser son rêve. Quatrième question, comment ne pas se laisser submerger par la pression des ventes ou des résultats? Je regarde mes ventes tous les jours. Ah. Alors ça, dans mes premières années, je crois que je regardais aussi tous les jours. J'allais tous les jours sur mon tableau Amazon, ou au moins tous les 2 jours. C'est vrai qu'au début, c'est super difficile en fait de se détacher de ça. Alors moi, je ressentais pas une énorme pression. Bon, parce qu'au début, je vivais pas de l'écriture, donc forcément, il n'y a pas la même pression. Quand on commence à vivre de l'écriture, c'est différent, parce que forcément, quand c'est le revenu principal et que ça paye les factures, il y a une pression différente. Mais en fait, à partir d'un moment, quand les revenus se stabilisent assez haut, on va dire, pour dégager un vrai salaire, bien on regarde plus autant. Je dis pas que je regarde plus, je regarde de temps en temps, je regarde peut-être, allez, maximum 3 fois par mois, sauf en temps de sortie. Au moment d'une sortie, là, je regarde plus souvent, forcément, pour suivre un petit peu le lancement d'un livre. En fait, c'est quelque chose, en principe, qui disparaît avec le temps, enfin qui disparaît, qui s'allège, on va dire, qui s'atténue avec le temps. Il faut se détacher des chiffres, il faut se détacher de ça. Alors attention, il faut suivre quand même, parce qu'il faut voir si ça marche, si on met les bonnes actions en place, si on fait un suivi particulier, par exemple, une publicité ou au moment d'un lancement. C'est normal, il faut regarder les stats, il faut voir si ça fonctionne ou pas. Mais ensuite, il faut pas se laisser emprisonner là-dedans. C'est un peu les vanity metrics, c'est comme le nombre d'abonnés, etc. sur Instagram. Il faut faire son job, quoi. Il faut se concentrer sur autre chose, c'est-à-dire on se concentre sur ses romans. On écrit, on relit, on publie, on travaille sur sa promotion, sur sa publication, sur la connexion avec ses lecteurs. Et en fait, quelque part, ça c'est secondaire puisque ça va être la conséquence de tout ce qu'on met en place avant. Donc, regarder ces chiffres tous les jours, ça n'amène rien à part du stress. Donc si au début vous regardez, bon, c'est pas très grave, sauf si ça vous met vraiment une grosse pression. Si c'est le cas, il faut s'imposer des limites, en fait. Il faut se dire, voilà, je regarde par exemple le 15 et le 30 du mois. Ou une fois par semaine maximum. Voilà, il faut essayer en fait de se cadrer tout seul, de se mettre des limites pour éviter que ça vous submerge et que ça devienne trop difficile ou trop compliqué. Mais je pense honnêtement que c'est normal en fait au début de faire ça, que c'est normal même les premières années de faire ça, et que ça s'atténue avec le temps. Surtout quand ça devient régulier et quand finalement on a moins besoin de regarder entre guillemets puisque c'est stable. 5e question, en quoi consiste le journaling que tu montres en story? Alors, oula, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être brève. Donc déjà, il faut savoir que je montre sur le compte rêve.d'auteur, donc sur Instagram, le journaling que je fais le matin. Alors, je montre. Je dis pas tout ce que j'écris tout le temps, je montre pas tout ce que je fais, mais parfois, voilà, je partage. Il faut savoir qu'en fait, le journaling, j'en faisais déjà avant. J'en ai fait aussi d'une façon différente, mais en fait je le montrais plus sur mon compte d'autrice, c'est vrai que je ne montrais pas sur le compte Rêve d'auteur. Je pensais pas que ça allait intéresser. Et quand on a commencé à me poser des questions sur ça, et en l'occurrence des auteurs, je me suis dit tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis en plus j'avais envie de... Ça fait partie de ce que j'ai envie de plus partager en fait. Je vous ai dit que cette année j'avais beaucoup travaillé sur la direction que je voulais prendre avec ma carrière d'une manière générale, sur ce que j'avais envie de partager. J'ai travaillé sur l'identité visuelle de Rêve d'auteur, mais pas que. C'est-à-dire que l'identité visuelle, c'est le pendant d'autre chose. J'ai travaillé d'abord sur l'identité de marque, donc ma marque d'autrice, la marque pour Rêve d'auteur, et l'identité visuelle, c'est ce qui en a découlé. D'ailleurs, dans la foulée, j'ai aussi changé l'identité visuelle de mon compte d'autrice. Donc cette année, en fait, il y a vraiment eu un travail sur les valeurs, les messages, la direction que je voulais prendre, ma voix d'autrice, voix de formatrice, voix de créatrice de contenu. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa, pourquoi pas, de partager un petit peu ce journaling, mais moi, je fais vraiment un journaling à ma sauce. Avant, comme beaucoup, j'ai eu des journaux intimes, mais que je n'ai absolument jamais tenus. C'est-à-dire qu'en général, j'écrivais quelques pages pendant quelques semaines, et puis j'abandonnais. Par contre, je faisais aussi beaucoup de dessins zen, de coloriage, vous le savez, tout ça, ça me plaît beaucoup. Enfin, vous le savez, si vous me suivez sur mon compte d'autrice, parce qu'encore une fois, c'est des choses que je partageais sur mon compte d'autrice. Et je faisais aussi du bullet journal. Et quand ma fille est née, forcément, j'ai plus eu de temps pour moi.
J'ai tout laissé tomber en fait, le bullet journal, le coloriage, j'aimais les puzzles aussi, toutes les activités de dessin zen, enfin tout. Je n'ai plus rien fait du tout, forcément parce que je devais travailler dans tous mes temps libres, parce que le reste du temps j'étais avec ma fille. Et en septembre, quand finalement il n'y a pas eu de crèche et du coup j'ai décidé de la garder avec moi, je me suis dit ok, tu vas la garder pendant longtemps maintenant, jusqu'à l'entrée a priori à l'école, ou en tout cas au moins 1 an de plus. Donc il faut que tu changes en fait la manière de fonctionner parce que tu pourras pas tenir sur le long terme. Enfin si j'aurais pu mais à quel prix quoi. Voilà, je me serais épuisée, j'aurais pas eu de temps pour moi, enfin ça aurait pas été bon. Donc je me suis dit ok, il va falloir que tu reprennes du temps pour toi, il va falloir que tu arrives à te dégager du temps pour faire des choses que t'aimes, des choses qui te faisaient du bien, des choses qui t'apaisaient, etc. Sauf que je pouvais pas à la fois prendre des journaux pour faire des journaux intimes, quoi, faire du dessin zen d'un côté, faire du coloriage, ça me paraissait en fait énorme de me dégager du temps pour toutes ces choses-là. Et en réfléchissant au bullet journal, d'ailleurs j'en parlerai probablement dans la newsletter, mais j'ai changé aussi ma façon de fonctionner, mon planeur pour l'année prochaine, mais donc ça j'en reparlerai dans la newsletter puisque je vais prendre des photos. Mais ça va avec, en fait, ça va avec toute cette réflexion. Je me suis dit, mais pourquoi tu te fais pas ton journal à toi, à ta façon? Pourquoi en fait rentrer dans des cases, c'est je faisais les dessins zen dans un bloc en fait de dessins, vous savez, les grandes feuilles A4 avec un bloc à spirale, là, les carnets de dessin classiques, le coloriage dans les cahiers de coloriage, le journaling type journal intime dans un carnet exprès pour un journal, enfin, tout était en fait dispatché. Je me suis dit, mais fais ton truc à toi, fais ton truc à toi. Donc j'ai acheté un carnet, en fait, ceux que j'utilise pour le bullet journal, puisqu'ils ont des pages super épaisses, enfin bref, je les adore. Et j'ai mélangé, en fait, je me suis dit, chaque matin, je vais prendre un temps pour moi. En tout cas, j'essaye quasiment tous les matins. Et donc, il y a du journaling type écriture, il y a des dessins zen dedans, il y a de l'art-thérapie. Enfin, en fait, en fonction des jours, je change et je fais ce que j'ai envie de faire. C'est pas un carnet où je me dis, bon là, je fais que de l'écriture, ou là, je fais que des dessins zen. Non, je mélange, en fait. C'est mon carnet. C'est un peu comme une sorte de journal de vie, je crois, maintenant, ils appellent ça. Je l'ai fait à ma sauce. Et dedans, j'y ai mis ce que j'aime. Et voilà. Il manque que le coloriage, parce que colorier dans le carnet, c'est pas très pratique. J'ai quand même racheté des petits marque-pages, vous savez qu'on peut colorier. Ça, je le faisais souvent avant, donc j'en ai racheté. Et il y en a un qui est glissé voilà, dans mon journal de vie. Et quand j'ai envie de colorier, j'ai qu'à sortir le petit marque-page. Et donc, en fait, je trouve ça génial. Et en fait, je l'ai vraiment adapté à moi, parce que avant, pareil, les journaux intimes, j'avais l'impression que c'était que se plaindre. En fait, ça ne m'apportait rien d'écrire dans mon journal intime parce que j'avais l'impression vraiment de répéter tout le temps les mêmes choses. J'avais l'impression que ma main n'allait pas assez vite par rapport aux réflexions de mon cerveau, donc j'arrivais pas à écrire assez vite, et donc j'écrivais très mal, donc ça m'énervait parce que, oui, normalement, dans les journaux comme ça et tout, c'est pas grave si c'est pas beau, mais moi, j'en ai besoin, j'aime. J'aime, en fait, quand c'est joli. Quand l'aspect est joli de mon carnet, quand je fais un joli dessin zen, quand je fais... Ça va pas être parfait, hein, c'est pas la question, mais... J'aime voilà, que ce soit quand même assez propre, que ce soit organisé, que ce soit un peu décoré, ça me plaît. Voilà, donc c'est ma façon de faire. Et donc les journaux intimes, ça me convenait pas du tout. J'avais vraiment l'impression de me plaindre tout le temps, j'avais l'impression d'être dans une mauvaise spirale. En fait, à chaque fois que j'écrivais, j'avais l'impression vraiment que c'était pour dire des choses pas jolies, quoi. Et ça aussi, j'ai changé ma vision, je me suis dit, mais dans ton journal, tu peux écrire ce que tu veux, tu peux écrire des réflexions sur la vie, tu peux écrire les choses qui te passent par la tête à ce moment-là, tu peux écrire comment tu te sens, des choses positives ou parfois négatives, hein, ça arrive aussi. Mais en fait, c'est pas tant ce que j'ai écrit, c'est la façon dont j'ai abordé le fait d'écrire. Ma vision, en fait, de ce journaling. Et comme je l'ai fait vraiment à ma façon, maintenant, quand j'écris, ça me fait beaucoup de bien, même si j'écris quelque chose de négatif. La dernière fois, il y avait quelque chose de négatif qui tournait en boucle pendant le week-end dans ma tête. Je suis allée l'écrire, et après, je me sentais tellement mieux, mais j'ai senti vraiment la libération grâce à l'écriture. Chose que je n'avais jamais ressentie en écrivant des choses perso. Hein. Je parle pas d'écriture de roman, je parle vraiment dans des journaux comme ça. Ça me l'avait jamais fait. Et j'ai compris que c'était mon angle d'attaque, en fait. Ma vision, en fait, de ce journal où je me sentais presque obligée avant d'écrire. Alors que là, j'ai enlevé cette barrière. C'est si j'ai envie, si parfois pendant 3 ou 4 jours je le fais pas, c'est pas grave. Il y en a plein qui vont vous dire, ouais, le journaling, faut se mettre un créneau, faut être régulier, faut le faire tous les jours. Moi, ces cases comme ça me saoule. Je le fais si j'ai envie. J'ai pas envie que ça devienne une obligation et un truc où je m'oblige à le faire alors que j'ai pas envie. Donc je le fais si j'en ressens le besoin. Et par exemple, la semaine dernière, je l'ai fait tous les jours parce que j'avais besoin, j'avais envie de le faire tous les jours.
mais tous les jours je fais ce que j'ai envie. Des fois c'est écrire, des fois c'est un dessin zen, parfois c'est un truc d'art-thérapie. C'est libre, c'est adapté à moi, je l'ai fait vraiment à ma sauce et je pense que c'est ça qui marche. Si vous avez envie de faire du scrapbooking, si vous avez envie de faire des dessins, si vous voulez faire des dessins zen, des zentangles en fait, si vous voulez chercher le terme sur internet, si vous voulez écrire, si vous voulez écrire des poèmes, enfin, faites à votre sauce, faites le truc qui vous convient à vous, et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on a envie de le faire, et c'est comme ça que ça nous fait du bien. Donc voilà, je peux pas développer, j'aurais plein de choses à dire tellement ça a été une révélation en fait de me remettre au journaling à ma sauce. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Sinon, il faudra peut-être que je vous en reparle dans l'année. Je sais pas trop sous quel format, mais dans tous les cas, voilà, en story, en fait, je vous montre ce journaling. Donc, si ça vous intéresse, il suffit d'aller sur le compte rêve.d'auteur. 6e question, comment tu arrives à t'organiser avec ta fille pour écrire? J'ai un petit de 2 ans et j'y arrive pas du tout. Ah, la grande question. La grande question. Ah, ça a été très fluctuant. En fait, là au moment où j'enregistre, ma fille a 15 mois, et donc je l'ai à temps plein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas gardée, ni par quelqu'un, ni à la crèche, ni par une nounou, je l'ai vraiment tous les jours sans exception. Alors évidemment le week-end il y a le papa à la maison, mais bon la journée il travaille à l'extérieur, donc il est là que le soir, à partir de 7h, et donc je l'ai tout le temps avec moi. Et pour être honnête, je me rends compte qu'en fait pendant l'année j'en ai pas beaucoup parlé de tout ça. En fait j'en ai beaucoup parlé à mes lectrices, encore une fois sur ma newsletter d'autrice, parce que je partage beaucoup les coulisses avec mes lectrices. Et j'ai été assez transparente sur tout ça, mais c'est vrai que sur Rêve d'auteur, je me rends compte que après les épisodes que j'avais fait sur la grossesse, et je crois que j'avais fait un épisode postpartum, je sais même plus si je l'avais fait ou pas, et en fait j'en ai plus parlé, plus beaucoup, à part un petit peu en story vite fait, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Donc en fait pendant l'année ça a été très fluctuant, c'est-à-dire que pendant une très grosse partie de l'année je n'ai pas écrit, tout simplement. J'avais partagé une publication à ce sujet sur Instagram, c'était que trouver du temps d'écriture c'est bien beau, mais que ça suffit pas. Parce qu'il faut aussi avoir l'espace mental pour écrire. Et même si j'avais pu pendant l'année me dégager du temps, oui j'aurais pu, mais bon voilà, si je m'étais dégagé du temps, j'avais pas l'espace mental. Je n'y arrivais pas. Mon esprit, mon cerveau était trop overbooké, il était trop plein. Vraiment cette sensation de trop plein, trop de choses. Et pas de place en fait pour faire entrer les idées, la créativité, laisser de l'espace pour l'écriture. Vous savez, cette respiration là pour pouvoir écrire, elle y était pas. Donc tout simplement j'ai pas écrit. J'ai publié un roman fin janvier de l'année 2024. Et ensuite pendant plusieurs mois je n'ai plus écrit. Quand je me suis dit là quand même ça commence à traîner, ça fait un moment que t'écris plus, ce qui allait forcément retarder toutes mes prochaines publications, du coup j'ai essayé. J'ai écrit 2 romans. Alors, il y en a un, c'est pas tout à fait d'écriture, je l'ai réécrit parce qu'en fait, je l'avais commencé il y a 2 ans, que je l'avais pas terminé, et finalement, les 27 premiers chapitres, 2 ans plus tard, ça me convenait plus si bien que ça. Du coup, je l'ai réécrit. Ensuite, j'ai écrit un autre roman qui était censé vraiment me passionner parce que ça fait partie de ma série best-seller, celle que j'écris en ce moment, c'était le tome 5, donc voilà, j'avais quand même déjà publié 4 tomes. Et j'ai galéré, mais j'ai tellement galéré, c'était tellement dur d'écrire, et pourtant j'adore cette série, j'adore mes personnages, j'adore l'histoire, c'était vraiment pas une question de l'histoire en elle-même, mais reprendre l'écriture après autant de temps sans écrire, ça a été très difficile. J'étais pas assez régulière, j'arrivais pas à me motiver, j'arrivais pas à me mettre dans l'histoire, j'avais pas les clés en fait, je savais plus comment faire parce que avant j'avais pas ce problème. Avant j'avais l'espace mental, j'avais le temps, même quand je travaillais et que j'étais prof à côté, j'ai jamais eu ce problème, j'ai toujours écrit avec beaucoup de facilité. Ça c'était un de mes points forts. Et là je me suis retrouvée devant mon ordi à galérer. J'ai fini le roman, je suis quand même arrivée au bout. Donc j'ai tiré les leçons en fait de ça pour écrire le suivant. C'est-à-dire que celui-là je l'ai écrit en août-septembre, non, d'août à octobre. Et quand j'ai préparé le roman suivant, qui était le tome 6, donc celui qui venait juste après, je me suis dit je vais les enchaîner. J'ai tiré les leçons de ça et je me suis dit voilà, ça marchait pas en l'état, il faut changer ta façon de faire, il faut changer ta méthodologie, il faut changer ta façon de travailler, parce que la façon que tu utilisais avant ta fille, ça marche plus. Donc on va pas rester, je vous le dis souvent ça, on va pas utiliser une méthode qui ne nous convient plus, qui n'est plus adaptée à notre situation. Il faut s'adapter, il faut être flexible. J'ai changé ma façon de faire, j'ai mis d'autres choses en place, et en fait, de
prendre le temps d'analyser l'écriture du tome précédent, ce qui n'avait pas marché, et de mettre des choses en place, vraiment maintenant, je vous jure, j'écris ce tome 6 avec une facilité, je suis vraiment dans cet état de flow où j'écris tous les jours, vraiment sans avoir besoin de me forcer. Sauf, vous savez, au début, les premiers chapitres où c'est un peu plus dur de se mettre dedans, mais une fois que j'ai été lancée, les premiers chapitres passés, ça a coulé tout seul, et ça a coulé tout seul parce que vraiment j'ai mis ce cadre dont j'avais besoin là maintenant, en ce moment. Avant, ce cadre-là ne m'aurait peut-être pas plu, mais là maintenant, avec ma fille à la maison, dans l'état actuel des choses, c'est ce qu'il me fallait. Et je vous renvoie, parce que je peux pas tout détailler dans cette FAQ, sinon ce serait beaucoup trop long, mais je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait ce mois-ci, les 5 leçons de productivité, parce que je parle beaucoup de ça. C'est les 5 leçons de productivité que j'ai apprises depuis que j'ai ma fille. Donc les choses qui ont changé et que j'ai dû mettre en place pour pouvoir écrire et travailler avec ma fille à la maison. Donc là, j'ai vraiment détaillé un peu plus la méthode. Donc je vous renvoie à ça. Si je devais donner un conseil, du coup, c'est d'analyser ce qui ne marche pas, d'analyser ce qu'on pourrait mettre en place pour rectifier ça, de s'adapter vraiment à soi. Mais il faut bien se connaître, du coup. Il faut bien se connaître, il faut prendre le temps. Il ne faut pas essayer d'appliquer les méthodes des uns et des autres. Prendre les idées et tester pour soi. Ne pas hésiter à changer en fait, parce que on change, on évolue, la situation change, donc il faut encore une fois être flexible. Ne pas aussi se flageller, c'est-à-dire que moi pendant plusieurs mois j'ai pas écrit, et tant pis, j'ai pas écrit, c'est pas la fin du monde. Oui, c'est casse-pied, oui, je vous dis pas, il y avait un peu de culpabilité, un peu de frustration aussi, mais c'était une nouvelle situation, il y avait un bébé à la maison, enfin je veux dire, je peux pas faire de miracle, c'était la situation, c'était comme ça, point, il fallait faire avec. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai pas écrit, et je me suis dit, ça reviendra, c'est une situation temporaire, ça changera à un moment donné. Aussi, prioriser. C'est-à-dire qu'en ce moment, je priorise l'écriture, tous les jours, j'écris mes 3000 mots. Et le reste, c'est secondaire. Instagram, newsletter, podcast, tout le reste, j'essaye de tenir mes délais, vous voyez bien que j'essaye de, quand même, je publie les newsletters, le podcast, les comptes Instagram, mais c'est secondaire. Il y a des choses, répondre aux messages privés, répondre aux mails, ça j'ai mis de côté, parce que je peux pas tout faire. Je suis moins présente sur mon compte Instagram d'autrice, pareil, parce que je peux pas tout faire. Ma priorité, c'est l'écriture, donc j'écris. J'ai mes 3000 mots à faire, je fais mes 3000 mots. Une fois que j'ai fait ça, je fais le reste. En dehors, évidemment, de ma fille, là je parle vraiment en termes de travail. Donc, il faut aussi voir ses priorités. Et il faut mettre des choses de côté. Il faut faire des sacrifices entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra peut-être pas faire si on décide pendant X temps d'écrire et de se focaliser sur l'écriture. C'est des choix aussi, c'est des choix, c'est des priorités, c'est fonction de chacun. L'important encore une fois, c'est de se connaître et de créer sa méthode et sa façon de faire. 7e question, si tu pouvais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment? C'est drôle parce que on m'a déjà posé cette question. Et quand on me pose cette question, ma première réponse c'est rien, je ferais rien différemment. Et même si j'y réfléchis, je trouve pas de réponse en fait. Je trouve pas de réponse. Enfin, ouais, ce serait rien. Parce que simplement, je suis là où je suis censée être. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce et à cause de tout ce qu'il y a eu avant. Et je serais peut-être pas là, maintenant, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu avant. J'ai fait avec les cartes que j'avais en main à chaque étape. Et en fait, des fois, on se dit « Oh là là, mais si j'avais su, j'aurais réfléchi à ça avant, j'aurais travaillé ça avant. » Je sais pas, moi, je vous dis n'importe quoi. Par exemple, le marketing, voilà, si j'avais su, je me serais intéressée au marketing avant pour cartonner. Mais en fait, non, parce que ça veut dire juste qu'à l'époque, c'était pas le moment. Je vous l'ai déjà dit un petit peu dans cette FAQ, mais il y a des paliers, en fait. Il y a des choses qui, là, vont m'intéresser, où je me sens alignée, j'ai envie de travailler sur ça, maintenant, ça m'intéresse, je me sens prête à passer cette étape-là. Mais si on m'avait donné les mêmes cartes maintenant, il y a 2 ans ou 3 ans, mais c'était pas le moment. J'étais pas arrivée à cette étape-là, j'étais pas arrivée à ce palier dans ma carrière d'autrice. Et d'un point de vue perso aussi, parce qu'on évolue aussi beaucoup d'une manière perso, dans son état d'esprit. Et il y a des choses que j'avais pas encore. En fait, j'avais pas cette fondation avant pour pouvoir avoir la réflexion que j'ai maintenant, et les envies que j'ai maintenant, et les besoins que j'ai maintenant. Moi, j'ai suivi mon chemin, j'ai fait étape par étape, progressivement, j'ai appris au fil du temps, j'ai beaucoup appris. Je me suis formée, j'ai testé, j'ai avancé en fait à mon rythme. J'ai créé ma carrière à ma façon. Et ça me convient tel quel. Ça me convient tel quel parce que là où je suis aujourd'hui, je suis ravie.
Et je continuerai d'évoluer, de progresser, de développer ma carrière au fil des ans, à mon rythme, et encore une fois à ma façon, avec ma méthode, mes envies, mes outils, mes compétences. Et bien sûr, on veut toujours se dire, oh là là, par exemple, je sais pas, moi, ma première couverture elle était vraiment pas top, ou il restait des erreurs, ou j'aurais voulu mieux écrire mon premier roman, parce que maintenant quand je le relis, bah oui, bah moi aussi, hein. Ma première couverture elle était pas folichonne, mais à l'époque je la trouvais géniale. Mes premiers romans, je préfère même pas les relire parce que, à mon avis, ça ferait vraiment mal. Mes premiers sites internet, mes premières newsletters, c'était moche. Mon compte Instagram, c'était le foutoir. J'ai partagé d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça une publication un peu collector avec mes premiers posts Instagram sur mon compte d'autrice. Enfin, je l'ai partagé sur le compte Rêve d'auteur, mais en me moquant de mon compte d'autrice. Mais c'est ok en fait, parce que c'est normal, c'était les débuts. Enfin, faut bien commencer quelque part quand on sait pas faire. Et c'est pas grave. Et du coup, c'est même, avec le recul, c'est mignon, quoi. C'est touchant, c'est les débuts, c'est l'innocence du début. Et il faut en passer par là. Il faut en passer par on sait pas, mais on saura plus tard. Donc mes premiers romans sont loin d'être parfaits, mais c'est mes premiers romans et ils m'ont quand même permis d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Il y a quand même des gens qui ont aimé ces romans et c'est très bien comme ça en fait. Et mon compte Instagram c'était le fouillis et c'est plus organisé maintenant, bah tant mieux. Et mon site internet, bah, j'ai encore envie de l'améliorer l'année prochaine, parce que vu que j'ai changé plein de choses sur Rêve d'auteur, ça m'a donné envie de retravailler aussi tout ce qui est sur ma casquette autrice. Bah voilà, c'est ok, ça va évoluer encore l'année prochaine, et c'est pas la première fois que je change mon site internet, et c'est pas la première fois que je change l'identité visuelle sur Instagram, et ainsi de suite. Et en fait, on évolue, on apprend, on teste, on fait les choses avec ce qu'on a à l'instant T, et ce qu'on a envie de faire à l'instant T, et ce qu'on sait à l'instant T. Et on continue de progresser toute sa vie, et moi je trouve ça génial en plus de continuer d'apprendre, de se former, de se dire qu'on a encore une marge de progression. Si on savait tout là maintenant, ce serait tellement chiant, alors qu'on se dit que bah, l'année prochaine, et l'année encore d'après, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, on va continuer d'évoluer et d'apprendre. Moi je trouve ça incroyable. Donc qu'est-ce que je ferais différemment ? Bah honnêtement rien. Rien, parce que bah, je suis là où j'ai envie d'être, et j'ai suivi mon chemin, et je continuerai de suivre mon chemin, et c'est très bien comme ça. Dernière question, comment tu arrives à trouver l'équilibre entre vie perso et vie pro ? Ça me fait rire parce que en ce moment j'ai aucun équilibre entre les deux. Hein. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucun équilibre avec ma fille à la maison. En fait, en 2021, donc l'année après je me suis lancée à temps plein, je me suis lancée du coup à la rentrée scolaire 2020, donc ça compte pas trop la fin d'année. 2021, j'ai beaucoup travaillé. Je travaillais la journée, les soirs, les week-ends, j'avais des horaires de dingue, vraiment je travaillais beaucoup. En 2022 et 2023, du coup, j'ai changé les choses. J'ai vraiment appliqué un équilibre, c'est-à-dire que je travaillais pas le soir et je travaillais pas les week-ends. Sauf exception, voilà, quand il y a une sortie de roman ou quand il y a un projet en cours, voilà, je pouvais déborder un peu parce que j'en avais envie. Mais c'était pas nécessaire, c'était pas une obligation, je le faisais parce que j'en avais envie. Ou parce que, voilà, à ce moment-là, il y avait une sortie de livre et ben, il y a des choses à faire, quoi. Mais il y avait vraiment un bon équilibre parce que je ne travaillais que la journée et j'avais mes soirées, mes week-ends pour faire de puzzle, du dessin, sortir, voilà, faire ce que j'avais envie de faire. Bon, forcément, vous vous doutez bien que quand ma fille est arrivée, l'équilibre, c'était ma fille en priorité numéro 1 et puis tout le temps que j'avais derrière et tout le temps que j'ai encore aujourd'hui derrière, c'est pour le boulot. Donc là, je n'ai plus aucun équilibre. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est temporaire. C'est une période. Elle va grandir, elle va aller à l'école, etc. Ça va changer. Je vais retrouver un autre rythme. En plus, le rythme, il change tellement de mois en mois. Donc voilà, en ce moment, il n'y a pas d'équilibre, même si, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'intégrer plus de moments vraiment pour moi, perso. Mais là, il n'y a pas d'équilibre. Après, ça dépend de chaque situation. Ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Hein. Quelle est votre situation en ce moment ? Est-ce que vous avez un boulot à côté ? Est-ce que vous êtes à temps plein ? Est-ce que vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, pas d'enfants ? Est-ce que vous avez des hobbies ? Est-ce que vous passez trop de temps sur les réseaux, sur les écrans ? Est-ce que vous sortez beaucoup ? Enfin, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est faire le point. Faire le point sur sa situation. En fait, pendant 1 semaine ou 2 semaines, il faut carrément prendre un planning et noter tout ce qu'on fait. Mais même le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, etc., quoi. Ensuite, vous voyez comment vous pouvez faire pour retrouver un meilleur équilibre. C'est pas forcément égal, hein, mais c'est qu'est-ce que vous pouvez enlever, diminuer, alléger, supprimer, hein, pourquoi pas, pour autre chose.
sur quoi vous avez envie de travailler. Est-ce que vous voulez plus de temps pour vous? Parce que là, ça marche plus du tout, vous êtes trop fatigué. Est-ce que, au contraire, vous voulez plus de temps d'écriture? Est-ce que vous voulez plus de temps pour vos projets professionnels? Et ça, c'est à vous, en fait, de faire votre sauce, après, de faire votre salade et de vous dire, voilà, comment je peux mieux m'organiser. Et il faut avoir des priorités en tête, prioriser les choses et se dire, en ce moment, je veux mettre l'accent sur ça. Et ça aussi, c'est important comme notion, c'est de se dire qu'au cours de l'année, cet équilibre fluctue en fonction des événements, des moments. Comme je vous disais tout à l'heure, quand je suis en période de sortie de roman, je mets l'accent sur la promotion parce que j'écris pas. Si vous êtes en période d'écriture, vous allez mettre l'accent sur l'écriture et vous allez dédier du temps à ça. En ce moment, moi, j'écris, c'est priorité, juste après ma fille, c'est priorité numéro 1, parce que j'écris, et le reste est secondaire. Donc, en fait, en cours d'année aussi, ça va fluctuer, vous allez faire passer des choses avant d'autres. Et donc, parfois, l'équilibre, il sera pas tout à fait stable. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit aligné avec vous, avec ce dont vous avez besoin en ce moment, ce dont vous avez envie, et vos projets du moment. Mais ça, c'est aussi un travail d'analyse. Prendre un pas de recul sur soi et sur son quotidien, en vous disant, voilà, en ce moment, c'est ça, ça et ça, qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui marche pas? Il faut faire une auto-analyse et essayer, en fait, de rectifier le tir et de retrouver l'équilibre. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire appel, il y a des coachs, etc., qui peuvent vous aider à trouver des solutions, parce qu'ils auront un œil plus professionnel et plus objectif forcément, si vraiment vous en êtes arrivé au stade où vous pouvez vraiment plus. Il ne faut pas hésiter aussi à faire une pause. Faire une pause pendant un long moment pour justement faire ce pas de recul et réfléchir plus sereinement sans être dans l'énergie, mais l'énergie du moment, vous savez, quand on est pris dans le courant un petit peu, on n'arrive plus à réfléchir, à prendre le pas de recul parce que on n'arrive même plus à prendre sa respiration. Dans ce cas-là, il faut justement sortir de tout ça, faire une pause, se mettre sur la rive, laisser l'eau s'écouler en fait devant soi et prendre ce pas de recul pour s'auto-analyser et voir comment on peut mieux faire les choses. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça sert à rien de rester dans la situation et de se plaindre et de se plaindre et de se plaindre. En fait, il faut prendre les choses en main, tout simplement. Se plaindre, ça n'avance à rien. Il faut sortir de ça et se dire, bon voilà, ça va pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je me sors de ça? Parce qu'il y a que vous, en fait, qui pouvez décider de trouver des solutions. Et des solutions adaptées à vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place et c'est pas quelqu'un d'autre qui va décider pour vous. Donc prenez ce pas de recul et la culpabilité, moi j'ai connu aussi cette année, culpabilité, frustration, c'est un sentiment normal, c'est normal de le ressentir. Il faut essayer de se dégager un petit peu de tout ça en se disant bon ok, c'est une période, c'est pas grave, je vais trouver des solutions, il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme, je vais y arriver, il faut juste que je prenne le temps d'y réfléchir et de trouver des choses pour moi. Et peut-être que vous allez devoir faire quelques sacrifices, supprimer des choses, mettre des choses de côté, ça aussi, il faut en avoir conscience, c'est un choix à faire. En ce moment, vous pourrez peut-être plus faire ça ou ça. C'est temporaire, encore une fois. La vie, ça fluctue, il y a plein de périodes, de cycles, et vous ferez un autre moment. Mais voilà, c'est sortir du cadre, essayer de faire son auto-analyse, prendre un pas de recul, souffler, pour trouver des bonnes solutions. Voilà pour cette FAQ. J'espère qu'elle aura été intéressante, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur le compte Instagram rêve.d'auteur pour suivre du coup davantage les coulisses, le journaling, etc. parce que je partage des choses en story. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode du mois. Bye!